Bonsoir. Bon, bienvenue pour cette nouvelle séance du Ciné Club. Donc ce soir, je serai tout seul. On a nos invités, heureusement. Et nous allons voir le film Contagion, qui est un film de 2011 de Steven Soderbergh. Donc vous allez voir, ça va parler d'épidémie. C'est un film qui a, j'ai noté, il y a une grande brochette d'artistes. Alors on comprend, parce que dans une épidémie, même les artistes sont parfois touchés. Donc, vous allez voir, il y a Matt Damon, Kate Winslet, Marion Cotillard, Gwyneth Paltrow, Jude Law. Donc il y a du monde. Donc ça va être assez, c'est un peu hollywoodien d'une certaine façon. Et l'idée c'était d'utiliser ce film pour parler de la gestion d'une épidémie. Donc quand on a une épidémie et qu'on veut savoir comment lutter contre cette épidémie, c'est une activité qui est hautement interdisciplinaire, c'est-à-dire qu'il faut des gens qui sont spécialistes de différents domaines scientifiques. Il faut d'abord comprendre le virus, donc on a besoin de biologistes qui vont être capables d'identifier quel est ce virus. Il faut comprendre comment ce virus se propage. Il faut ensuite faire des modèles mathématiques pour savoir comment ces virus vont se propager dans la population. Est-ce qu'il y a des sous-populations qui sont plus à risque que d'autres? Donc ça, c'est plutôt des mathématiciens, des physiciens de physique statistique qui vont faire ce genre de modèles. Il faut bien sûr des médecins pour savoir comment on réagit à ce virus. Et puis, à partir de ça, il faut donner des avis, des scénarios à des hommes politiques pour prendre des décisions politiques. Et là, il y a une dimension politique, éthique. Et Jean-Claude Manouguera m'a dit aussi anthropologique. Tu nous expliqueras ce que tu veux dire par ça. Donc on voit que la gestion d'une épidémie, d'une crise de cette ampleur, c'est quelque chose qui fait intervenir énormément de domaines de la science et qui ne peut pas non plus se restreindre à un seul pays. En général, avec les vols aériens, les épidémies ont tendance à être internationales, mondiales. Et donc c'est à la fois de la politique nationale, avec certaines structures nationales, et de la politique internationale. Donc c'est un petit peu les sujets qu'on aimerait aborder ce soir. Et pour cela, on a plusieurs invités. Donc nous avons d'abord Didier Houssin, qui est le président du Haut Conseil de l'évaluation à la recherche et l'enseignement supérieur, mais qui a été le directeur général de la santé. C'était délégué interministériel, je crois, c'est ça, voilà. Donc qui a un petit peu eu ce contact avec le monde politique. Nous avons aussi invité Jean-Claude Manouguera, qui est virologue, directeur de la cellule d'intervention biologique d'urgence de l'Institut Pasteur. Et il m'a dit qu'il était tué il est d'astreinte ce soir, donc nous espérons qu'il n'y aura pas d'épidémie et que nous pourrons débattre avec lui. Et Marc Barthélemy, qui est un physicien théoricien, mathématicien, spécialiste de physique statistique sur réseau et qui a modélisé des épidémies. En particulier, il avait travaillé sur la grippe H1N1 et il pourra nous parler de son expérience en termes de modélisation. Donc voilà, je vous souhaite un bon film. On se retrouve, je crois, c'est dans 109 minutes. Voilà, tout à l'heure. It was a groundbreaking ceremony for a new factory. Did she mention seeing anyone who was sick? Anyone on a plane, at the airport? No, she said she was jet lagged. The average person touches their face 3 to 5 times every waking minute. In between, we're touching doorknobs, water fountains, and each other. Matt! Mom? No, go up to your room, honey. So we have a virus with no treatment protocol and no vaccine at this time. You had a seizure this morning, Beth. She had a history of seizures, No. allergies. As of last night, there were 32 cases. Unfortunately, she did die. Right. He says, can I go talk to her? Mr. Amoff, your wife is dead. What are you talking about? Okay. What happened to her? What happened to her? Is there any way someone could weaponize the bird flu? Is that what we're looking at? Someone doesn't have to weaponize the bird flu. The birds are doing that. Watch this. It's transmission, so we just need to know which direction. On day 1, there were 2 people, and then 4, and then 16. In 3 months, it's 1 billion. That's where we're headed. They're calling out the National Guard. They're moving the president underground. People will panic. Get away! It will tip over. The truth is being kept from the world. Cook your samples, destroy everything. Hello. I need you to get me the names of everyone who serviced this room. It's an emergency. You can't panic now. I know. I'm gonna get you home. I got people too, Dr. Cheever. We all do.
Don't talk to anyone. Don't touch anyone. Stay away from other people. Get back in your car! We're not sick! It's figuring us out faster than we're figuring it out. It's mutated. Venez. Bon. Donc pour l'instant, Jean-Claude reste, donc ça va, on ne craint rien. Tant qu'il est là. Didier, si tu veux nous rejoindre. Ah oui, il faut qu'on signe par là. Donc on va peut-être commencer par Jean-Claude, puisque c'est en tant que virologue, peut-être nous raconter un peu, nous aider à décrypter un peu tout ce qu'on a vu, puis nous dire un peu, finalement, on a l'impression que la recherche qui se fait là en temps réel est très rapide, et parfois, moi qui fais de la recherche, je sais qu'en général, les échelles de temps sont longues. Comment est-ce qu'on fait pour réagir aussi rapidement? Comment est-ce que c'est organisé? Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce qu'un virologue peut faire dans ce genre de situation? En fait, la première chose qu'un virologue doit faire dans ces situations est avoir un test de diagnostic, puisqu'en fait, on l'a vu notamment pour le SRAS, lorsqu'on a un virus vraiment nouveau, tant qu'on n'a pas de quoi étiqueter les gens qui sont vraiment malades de ça des autres, parce que souvent la clinique ne suffit pas à décrire les cas, eh bien, et non seulement il y a le problème de l'épidémie qui se développe, mais aussi celui de la peur de l'inconnu qui existe. Donc, en général, la première étape, c'est effectivement d'identifier le virus, de donner des tests de diagnostic, et effectivement ensuite de trouver soit des médicaments qui permettent de supprimer sa réplication, soit de développer un vaccin. Alors évidemment, souvent la phase de diagnostic est relativement rapide. On se regarde dans l'histoire des épidémies qui n'ont pas du tout ce type d'émergence, hein, mais on a mis à peu près 14 ans entre le moment où on a démontré en 1975 que les hépatites non 1 en B étaient transmises par un virus, que ce virus était enveloppé, qu'il était probablement ARN, donc un type de virus, mais pour pouvoir le détecter, il a fallu attendre 1989, c'était l'hépatite C. Après, ça a été beaucoup plus vite pour le sida. Entre le moment où on a découvert la maladie et le moment où on a pu identifier le virus, notamment à l'Institut Pasteur, il a fallu 2 ans. Pour le coronavirus, le SRAS, il a fallu 6 semaines. Voilà. Pour le MERS, il a fallu beaucoup moins de ça. Donc le nouveau coronavirus qu'on a en Moyen-Orient. Maintenant, le problème, c'est que Charles Nichols le disait déjà, prix Nobel de la paix 1930, de médecine, 1930, il avait dit qu'il se produirait toujours de nouvelles maladies, mais que le problème, c'était qu'on ne reconnaîtrait qu'une fois qu'elles sont déjà créées. Et en fait, le temps qu'on met à identifier le virus est beaucoup moins long que celui pendant lequel la maladie entre. En général, on perd beaucoup de temps avant la détection de la maladie. Pour le sida, la maladie est détectée en 81. On sait maintenant probablement les premières introductions chez l'homme, c'était 1930, donc 50 ans plus tôt. Pour le SRAS, alors le film est un mélange de début de SRAS, de pneumopathie atypique, hein, avec la première contamination, le 0, au restaurant, pas très loin de Guangdong, hein, parce que là on est à Hong Kong. Donc c'était comme ça que le SRAS a démarré en 2003. Et puis la chauve-souris qui effectivement est aussi le réservoir du SRAS, mais le fait qu'elle mange des fruits, que ça tombe chez les cochons, et ça c'est Nipah, c'est un autre virus qui est apparu en Malaisie. Donc ces épidémies-là en fait commencent comme ça. Et pour le SRAS, probablement le premier cas s'est produit au milieu de novembre 2002, alors que l'alerte mondiale a été donnée le 12 mars 2003. Que l'identification a été en mi-avril 2003 et que la première fois qu'on a entendu parler de cas groupés, on entend les clusters hein, en anglais, c'était le 10 février 2003. Voilà. Donc on perd beaucoup de temps à ce moment-là. Il faut reconnaître la maladie, une fois qu'elle est connue, on peut commencer à avancer. Alors pour l'histoire du vaccin, c'est un film qui est très pessimiste au départ et très optimiste à la fin. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un virus qui est vraiment méchant, qui va très très vite, qui se transmet super bien, beaucoup mieux que beaucoup d'autres. Peut-être comme la rougeole d'ailleurs, il a l'air d'être vraiment très contagieux comme ça. Mais à la fin, ça va très très vite pour un vaccin, très 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 vite.
Et tant mieux, mais là, c'est vraiment très optimiste. D'accord, non, tu peux... D'accord. Donc ça, c'est la première phase de détection. Et comme on en a parlé tout à l'heure, alors que pour savoir ces scénarios de comment le vaccin, on voit ces cartes avec les zones rouges, l'estimation du nombre de morts. Donc derrière ça, il y a des modèles mathématiques de propagation. Et donc ça, c'est le genre de choses que Marc Barthélémy a étudié dans le cadre de... C'est sur H1N1 que tu avais travaillé, sur le SRAS. Tu vas peut-être nous expliquer ça. Et ce qui serait intéressant de savoir entre vous deux, c'est finalement, Marc, dans tes modèles, qu'est-ce que tu as besoin comme information biologique, quelles sont les hypothèses et qu'est-ce que tu vas en sortir? Alors, en effet, pour comprendre comment les maladies infectieuses se propagent, il faut comprendre comment les gens interagissent et se déplacent. Alors, il y a un exemple célèbre au XIVe siècle, la peste noire, qui s'est propagée dans l'Europe en partant par le sud de la France et a remonté vers l'Europe du Nord. Et c'est très bien documenté à une vitesse de à peu près 200 km par an. Et en fait, on peut écrire un modèle, c'est pas très compliqué. Il faut savoir que les gens se déplaçaient à cheval au plus vite, etc. Et là, les choses, finalement, étaient assez simples à comprendre. Et maintenant, on comprend bien dans ce film, il y a plusieurs réseaux qui interagissent. Alors, il y a effectivement les gens qui interagissent entre eux. Et il y a évidemment le plus important ici, c'est maintenant, on peut se déplacer, on peut faire du 1000 km à l'heure et relier un bout de la planète à un autre par le réseau des lignes aériennes. Et ça, c'est évidemment un point majeur. Il faut aussi comprendre donc ce réseau des lignes aériennes. Donc dans un modèle, il faut absolument comprendre ces différents réseaux. Le réseau de contact, donc qui sont les gens que vous allez rencontrer et potentiellement auxquels vous allez transmettre la maladie si vous êtes infecté vous-même. Et ensuite, le réseau de transport qui va permettre au virus de se propager sur des distances beaucoup plus longues. Donc c'est ça qu'on va mettre, qu'il faut comprendre et qu'on va mettre dans un modèle. Et évidemment, le point de départ est comment se propage la maladie et surtout quelle est la probabilité par unité de temps de transmettre la maladie d'un individu infecté à un individu sain. Alors ça revient en gros à ce fameux R0 dont ils ont parlé, qui est en gros le nombre d'individus qui vont être infectés dans une population saine. Quand on met un individu infecté, combien en moyenne il va infecter de personnes. Et ce R0, il faut qu'il soit plus grand que 1. Et quand il est plus grand que 1, c'est ce qui donne cette croissance exponentielle au début de la propagation de l'infection. Mais donc, en gros, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est les réseaux et la maladie, quelques paramètres qui définissent la maladie, les réseaux, et bien comprendre ces réseaux. Et en fait, pour finir un peu rapidement sur ces réseaux, on connaît bien maintenant les réseaux. On connaît assez bien les réseaux de contact, les réseaux sociaux. On a tout un tas de moyens de mesurer ça. Et le réseau des lignes aériennes aussi, on le connaît bien. Et en fait, ce sont des réseaux extrêmement hétérogènes. C'est beaucoup plus, le réseau social, par exemple, est beaucoup plus hétérogène qu'on le croit. Les gens ne sont pas tous égaux. Il y a des gens qui ont 2 amis, d'autres qui en ont 100, etc. Et du coup, ça a un impact très important sur la propagation, sur la dynamique de la maladie. La maladie va se propager de manière très différente sur ces réseaux très hétérogènes. Et en particulier, il y a des hubs, c'est-à-dire des gens, par exemple, qui connaissent beaucoup, qui ont beaucoup d'amis. Et évidemment, eux, quand ils sont infectés, vont transmettre la maladie à plein de gens. Et on comprend bien que dans cette situation-là, une stratégie de vaccination au hasard n'est pas très pertinente, parce que ce qui est important, c'est de cibler ces hubs, ces nœuds très connectés, et c'est cela qu'il faut trouver pour avoir une vaccination efficace. Donc voilà, donc j'arrête là, mais connaître ces réseaux, c'est important, parce que ça peut donner des indications sur quelle est la meilleure stratégie de contrôle. Mais sur ces méthodes de propagation sur réseau, on en parlait tout à l'heure, là, il y a la propagation du virus, il y a aussi la propagation de la rumeur. Est-ce que c'est finalement le même type de propagation sur des réseaux différents? C'est viral aussi, donc on parle aussi de virus informatique. Est-ce que tu utilises le même type de modèle? Il y a des grandes différences entre ces types de propagation? Alors, c'est le même type de modèle, en effet. On décrit la propagation de rumeurs ou d'informations dans un réseau de la même manière, sauf qu'il y a des effets un peu différents d'une maladie, en particulier un individu qui est infecté, c'est-à-dire qui est au courant de la rumeur et qui entend de nouveau la rumeur, peut arrêter de transmettre la rumeur. Donc ça, c'est un effet particulièrement important qui est très différent des virus biologiques. C'est différent du fait que Matt Damon est sain au bout d'un moment Non, mais surtout, c'est que d'une certaine manière, à force d'être infecté, on guérit.
C'est-à-dire qu'à force d'entendre la rumeur, à un moment, on ne la propage plus parce qu'on pense que c'est des bêtises ou on en a assez de répéter ça. Et ce genre de petits détails, en fait, a une influence majeure et la propagation, du coup, même si c'est le même type de modèle, on parle d'individus, disons, infectés, etc. On a des catégories d'individus dans ces propagations de rumeurs et la modélisation est la même, mais simplement les petits détails comme ça changent toute la dynamique, en fait. Donc, in fine, si tu fais bien ton travail, tu es capable d'arriver avec différents scénarios où tu vas estimer le nombre de morts en fonction de... Je voulais ajouter un truc, c'est-à-dire qu'en tant que, si vous avez fait un petit peu de mathématiques, il y a quelque chose qui est très important dans un modèle, c'est les conditions initiales. Et ça, c'est évidemment un énorme problème dans la modélisation, c'est-à-dire que, idéalement, même si vous savez tout, si vous avez un très bon modèle, il faut mettre un moment où est le premier individu infecté et à quel moment... Et ça, évidemment, on ne le sait jamais très bien. C'est-à-dire que même pour le SRAS, on a bien vu un début d'épidémie qui était, pour le coup, spatial dans le sud-est asiatique. Et on s'est dit, il y a beaucoup de cas à Hong Kong, donc ça avait l'air d'être Hong Kong, mais d'autres gens pensaient que ça pouvait être plutôt en Chine. Après, il y a eu les sauts vers le Canada et vers l'Amérique du Nord dus à l'avion. Mais pour avoir un modèle qui fonctionne à peu près, il faut être à peu près sûr des conditions initiales, en plus d'autres paramètres qu'on ne connaît pas très bien. Mais, d'où l'importance de rechercher où ça a commencé, etc. Mais ça fait partie des difficultés dans la modélisation de ce genre de système, c'est que les conditions initiales, entre autres paramètres, les paramètres biologiques comme le R0, ne sont pas bien connus, surtout au début. Et ça, évidemment, c'est un impact majeur dans la prédiction ultérieure et les scénarios possibles. Donc après, comme je disais, quand tu as bien fait ton travail, tu arrives avec différents scénarios, j'imagine, parce qu'il y a d'autres hypothèses mal connues, et tu vas te tourner vers le monde politique, puisqu'on voit qu'il y a quand même, il faut gérer ce genre de crise, et cette relation, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, parce que finalement, ça questionne le rôle du scientifique par rapport aux politiques et par rapport à la société. Et on aimerait savoir un peu comment ça se passe. On voit, il y a un certain nombre d'exemples. On voit déjà qu'aux États-Unis, où il y a 50 États, on a l'impression que la crise n'est pas gérée de la même façon dans chacun des États. Comme tu le disais, avec les réseaux aériens, c'est une crise qui est mondiale. Donc il y a l'OMS, mais chaque gouvernement est en train d'agir. Là, on voit que les États-Unis, est-ce qu'on aurait fait la même chose en France ? Est-ce que tu peux nous éclairer sur toutes ces interactions ? Alors d'abord, effectivement, ce film, moi je le trouve très bon, ce film, parce qu'il reprend finalement beaucoup des aspects d'une épidémie grave. Il ressemble, et Jean-Claude l'a dit, c'est un peu un mélange de SRAS qui aurait mal tourné et de pandémie de 1918. En gros, c'est un peu un mélange de ça. Alors, peut-être pour ajouter à ce qui a été dit, parce qu'effectivement, dans un phénomène épidémique, il y a de la dimension science de la vie, qu'est-ce que c'est, quel est l'agent causal, etc. Il y a aussi des aspects épidémiologiques sur la dynamique de l'épidémie. Effectivement, la modélisation est une manière d'essayer d'anticiper les évolutions possibles. Ce qui est important peut-être, ce que je voudrais peut-être dire, c'est que les épidémies, c'est les hommes. C'est-à-dire que les épidémies sont liées très fortement aux activités humaines, quelles qu'elles soient, que ce soit des pratiques d'élevage, comme on l'a vu à la fin du film, ou des pratiques de circulation. Il est clair que le transport aérien a complètement transformé les choses. Ensuite, il y a la question de comment une société se prépare et peut réagir éventuellement à un phénomène de ce type. Et ce qu'on voit dans le film, c'est finalement un scénario très noir, avec tous les ingrédients finalement des conséquences sociales. Alors économiques, c'est évoqué pas tellement, mais malgré tout social très important, avec les questions d'insécurité, d'émeutes, de conflits. Alors il y a toute une dimension qui n'apparaît pas dans le film, c'est la dimension relations internationales, aspects diplomatiques, qui malgré tout sont des aspects extrêmement importants. De même qu'on ne voit pas non plus quelque chose qui, à mon avis, est très vite présent, c'est les questions qui touchent autour du transport aérien et de la régulation du transport aérien dès les premiers jours ou premières heures du phénomène. On l'a bien vu en particulier avec la pandémie en 2009. Voilà. Alors il y a donc tous ces ingrédients, la peur, la perception du risque, les comportements entre guillemets déviants, les problèmes de fraude, les problèmes d'insécurité. Il est clair qu'une épidémie grave, ça peut conduire à ce genre de situation. Alors ensuite, pour revenir peut-être sur les aspects plus scientifiques,
il y a une chose, moi, qui m'a paru à peine esquissée, c'est la question de comment, finalement, à partir de disons, de l'expertise scientifique qu'elle touche, la dimension, l'agent causal, les moyens d'agir, l'idée qu'on se fait de l'évolution possible, comment se construit une décision politique. Or, dans ce film, finalement, on reste à un niveau qui n'est pas très politique, c'est-à-dire qu'on voit le CDC, qui est un acteur très important aux États-Unis, on voit l'OMS, qui est effectivement également un acteur très important sur la scène mondiale, mais qui est une sorte de rassemblement d'États souverains, mais qui n'a pas véritablement un pouvoir de décision. Ce qui m'a paru manquer dans le film, moi, c'est finalement la responsabilité des acteurs politiques. On dit que le président s'est mis sous terre, mais finalement, ce qu'on ne voit pas, c'est comment, à partir de l'expertise sur ce qui est su, se construisent les décisions, par exemple d'isoler les contacts, d'isoler les patients, de rechercher les contacts, les décisions également qui ont été faites de limiter la circulation des personnes. Voilà, ça c'est des aspects qui auraient probablement pu être, parce que c'est un des aspects compliqués, c'est comment finalement, à partir de l'expertise qui existe au niveau national, au niveau international, comment dans chaque État se construit une décision politique et comment s'organise la cohérence entre ces décisions. En particulier au niveau européen, le point le plus important dans les phénomènes épidémiques que j'ai eu entre guillemets, à gérer, ou enfin à aider à gérer, c'est comment faire pour que la position des États au sein de l'Union européenne soit cohérente. Qu'on n'est pas à Charleroi, on dit il faut faire comme ci, et à Valenciennes, il faut faire comme ça, parce que c'est la meilleure manière d'arriver à des situations d'incompréhension au sein du public. Donc voilà, ça c'est un point qui m'a paru peut-être manqué. Bon, il y a également une catégorie d'acteurs qui m'a paru manquer, c'est tout le secteur industriel. Car effectivement, on voit bien qu'il y a identification du virus, recherche d'un vaccin, mais ensuite il y a toute la question de la mobilisation de l'appareil de production industriel. Alors on a tendance en France à considérer que c'est plus glorieux de vendre des Rafales que de fabriquer des vaccins. Moi je le regrette, mais c'est la réalité. Et effectivement, aujourd'hui, toute la difficulté, c'est comment arriver à mobiliser un appareil de production mondial pour, dans les délais les plus brefs, mettre à disposition soit des médicaments antiviraux, soit des vaccins, etc. Et ça, c'est une entreprise considérable qui, en plus, est rendue compliquée par le fait qu'il faut par ailleurs mettre sur le marché, enfin, mettre à disposition des patients des produits sûrs. Et donc, il y a toute la mécanique de régulation des produits de santé, à travers, par exemple, la FDA aux États-Unis, l'Agence européenne du médicament, qui fait qu'on peut pas, il y a des étapes qu'on ne peut pas franchir, qui consistent à tester les vaccins chez l'animal ou faire des premiers essais cliniques. Or, tous ces aspects sont malgré tout assez rapidement esquissés. Mais enfin, c'est compréhensible. Ils disent déjà beaucoup de choses. D'ailleurs, il y a un aspect, moi, qui m'a paru tout à fait réaliste dans ce film, c'est le rythme et le flot d'informations. Et effectivement, dans un phénomène épidémique de cette portée, ce qui est absolument spectaculaire, c'est la masse d'informations et le rythme d'avancée des événements. Voilà. Ensuite, il y a effectivement tous les ingrédients habituels. Le problème du décompte des décès, c'est très difficile de compter les morts. Et on est toujours en décalage. Les annonces qui sont faites sont toujours en décalage avec la réalité sur le terrain, d'où les décalages de perception au sein du public ou chez les professionnels de santé. Bon, une deuxième difficulté considérable qui est évoquée dans le film, c'est la question de la gestion des corps. Bon, dès qu'on est face à une mortalité élevée et face à des problèmes d'absentéisme, de discontinuité dans les activités professionnelles, eh bien, effectivement, on se heurte à des grandes difficultés sur des actions telles que gestion des déchets, gestion des cadavres, etc., etc. Et ça veut dire que c'est la raison pour laquelle un des aspects essentiels de la préparation à ce type de phénomène, c'est comment, en situation critique, assurer la continuité des activités essentielles. Et c'est vrai que la période de la grippe aviaire, entre 2005 et 2009, a été une occasion, dans notre pays mais dans beaucoup d'autres, de se préparer à assurer la continuité d'activité dans tout un tas de secteurs de la société, que
que ce soit les secteurs de la sécurité, mais aussi de la production industrielle, par exemple, si vous n'assurez pas la continuité d'accès au numéraire pour des gens qui vont chaque mois chercher 500 € dans une caisse eh bien, vous créez une situation de très très grande difficulté au niveau social pour beaucoup de gens. Voilà, donc cette notion de préparation. Alors la difficulté, je terminerai peut-être là-dessus, c'est qu'on a une capacité d'oubli absolument spectaculaire, et je suis convaincu que tous les efforts de préparation qui ont été faits, je ne sais pas jusqu'à quel point ils sont maintenus, entretenus, et voilà, je crains que tout ça soit très vite digéré et que finalement on ait beaucoup du mal à capitaliser sur ce qu'on apprend de ce type d'événement. Voilà, mais on ne peut pas non plus souhaiter qu'ils se reproduisent trop fréquemment. D'accord, oui. D'accord. Moi, j'aimerais une petite précision que je vais demander à Jean-Claude. Je t'avais demandé tout à l'heure. On voit qu'il y a différents niveaux de laboratoire pour l'étude de ces virus. J'aimerais savoir comment c'est organisé un petit peu tout ça. Et si vous êtes en période de crise, est-ce que le laboratoire fonctionne de façon ordinaire ou est-ce qu'il y a un fonctionnement particulier pendant ces périodes-là ? Alors d'abord, effectivement, on parle ici de deux niveaux de laboratoire, le 3 et le 4. En fait, donc, il y en a 4, le 1, le 2, le 3 et le 4. En fait, celui qui est le plus confiné, c'est son laboratoire de classe 4. Il n'y a pas de norme internationale pour définir ces laboratoires. Il n'y a pas de norme ISO, par exemple. Certains pays freinent pour qu'il en existe, pour ne pas être forcés de les appliquer. Ça, c'est un peu politique aussi. Alors la définition, classe 1, c'est les germes de l'environnement qui ne sont pas pathogènes pour l'homme ou l'animal. Les classes 2 sont des agents pathogènes qui peuvent être éventuellement sérieux, mais pour lesquels il existe un vaccin ou un médicament. La grippe classique, par exemple. Et puis, il y a les classes 3 qui posent un danger pour l'environnement et pour les personnes pour lesquelles il existe aussi un danger plus fort, pour lesquelles il existe aussi un traitement ou un vaccin. Et les classes 4, danger pour les personnes et l'environnement sans traitement ni vaccin. Ceci est une classification globale avec des variations géographiques, parce qu'en fait, chaque pays fait ce qu'il veut. Et par exemple, au départ, lorsqu'un virus circule, eh bien, on a tendance à le mettre dans un niveau de sécurité un peu plus élevé. Et ce n'est pas du tout la même attitude lorsqu'on est dans un endroit qui est indemne du virus, dans lequel qui n'est pas dans la rue, sur lequel on ne veut, où en fait la contamination pourrait venir d'un laboratoire, ce qui ne s'est jamais passé pour le laboratoire de recherche et de diagnostic dans le passé, de manière involontaire. Et en revanche, là où le virus circule beaucoup, là quand on voit par exemple qu'il veut restreindre le nombre de laboratoires qui travaillent sur le virus qui est dans la rue, en fait il y a déjà 2,5 millions de personnes qui ont le virus, il est déjà sur le territoire de manière très très large. Donc en fait, limiter le nombre de laboratoires qui travaillent, à mon avis c'est idiot, parce que le danger ne vient pas du laboratoire. C'est un peu un mythe. Voilà, c'est les 4 niveaux, et donc ces niveaux et les virus ne sont pas forcément tous classés dans les mêmes niveaux en fonction des pays. Et en sachant, juste pour terminer, que souvent les laboratoires de classe 4 ne sont pas là où il y a les virus de classe 4, et qu'on travaille souvent en période d'épidémie en mode dégradé, et pour avoir travaillé à la fois sur Ebola à l'hôpital de Nonka, où il y avait un diagnostic, et nos collègues d'Institut Pasteur de Dakar, je peux vous dire que ce n'est pas un P3, c'est à peine un P2-. En revanche, on a des procédures, il y a des boîtes à gants, du matériel qui était déjà là, et avec des personnes expérimentées. Et il y a eu, dans les laboratoires de diagnostic Ebola, 0 personne infectée et 0 personne morte, une fois que le virus a été détecté. Donc après, il y a le confinement, il y a la formation des gens, et je pense que la formation, c'est aussi très très important, et il faut apprendre à travailler en mode dégradé, ça c'est clair, que ce soit en Afrique ou en France. Un point que je n'avais pas évoqué, mais qui est malgré tout important dans le film, c'est tout ce qui touche la communication, et en particulier le rôle de ce personnage obscur du journaliste blogueur. Bon, il est sûr qu'aujourd'hui, un des aspects très difficiles de la gestion, de la préparation et de la gestion de ce type d'événement, c'est comment un État démocratique peut aujourd'hui agir sur Internet face à ce qui se développe au niveau des réseaux sociaux, la question de la viralité des rumeurs
a été évoqué. Il est sûr que, bon, par exemple, c'est très intéressant de voir quelle va être l'efficacité des phénomènes de censure dans des pays comme la Chine, par exemple, où d'évidence, ils ont toute une mécanique de censure de ce qui se passe sur Internet, avec des algorithmes qui sont très bien dessinés. La question est, face à un événement de ce type, comment un État démocratique peut malgré tout agir, ne pas rester les bras ballants face à des phénomènes de diffusion d'informations qui peuvent avoir des impacts très négatifs en termes de santé publique. Et la question, c'est comment finalement pouvoir intervenir sur les réseaux sociaux. Alors le CDC, pendant la grippe en 2009, avait essayé de faire ça, mais à petite échelle. Moi, je pense que c'est une question qui devrait être débattue au niveau des responsables politiques, au niveau du Parlement, parce que je pense que c'est un sujet d'avenir important. Qui est spécialiste des réseaux, est-ce que tu penses qu'il y a une façon d'agir sur les réseaux, c'est-à-dire qu'en bloquant certains serveurs, par exemple, est-ce qu'on peut prendre un contrôle, par exemple, de ce genre de réseau et limiter aussi la propagation de la rumeur sur l'Internet? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Alors justement, en général, la très forte hétérogénéité des réseaux fait que les blocages sont impossibles à peu près. C'est comme par exemple il était question à un moment de limiter le trafic aérien. Et c'est très clair, tous nos calculs, et il y a tout un tas d'arguments théoriques qui montrent que ça ne sert essentiellement à rien. Le virus passera toujours. Alors ça, c'est aussi valable pour Internet. Il faudrait vraiment complètement fermer les aéroports pour vraiment avoir un effet. En revanche, réduire le trafic de 50% n'est pas très utile. Pour un réseau sur Internet, il faudrait verrouiller. Alors c'est vrai que Internet tient sur une douzaine de gros serveurs qui sont gardés secrets, on ne sait pas trop où ils sont, etc. Si on tape sur ces serveurs-là, oui, ça peut faire mal. En revanche, si on tape au hasard sur tout un tas d'endroits, ça ne fera aucun effet. Et c'est ça la grande particularité des réseaux très hétérogènes. Une attaque aléatoire n'a aucun effet. En revanche, une attaque ciblée peut faire beaucoup de dégâts. Et c'est la même logique finalement que de vacciner ou de trouver les nœuds à risque, les personnes à risque. Celles-là, si on les attrape et qu'on arrive à les vacciner, on arrive à stopper de manière assez efficace, ou du moins à contrôler de manière efficace la propagation d'épidémies, alors que vacciner au hasard, par exemple, n'aura aucun effet. Donc c'est la même logique. La très forte hétérogénéité des réseaux fait que ces hubs, ces nœuds particulièrement bien connectés, contrôlent la dynamique de tous les processus qui vont avoir lieu. Donc en effet, bloquer quelques sites ou des choses comme ça n'a en général aucun effet. Merci. Moi j'ai une question qui n'a pas grand-chose à voir, mais dans beaucoup de films, et puis après on va passer plutôt à un échange avec vous, parce qu'on a tous été sensibilisés par ces risques d'épidémie. Dans beaucoup de films qui parlent d'épidémie, on voit des médecins qui testent leur vaccin sur eux. Je pourrais faire une liste, j'en ai vu un certain nombre de films de ce genre, et ils font ça. J'aimerais savoir d'où ça vient. Déjà, est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est un mythe? Et puis là, je ne sais pas si vous avez remarqué quand même, le singe survit le jour de Noël. C'est un film américain. Donc il y a quand même un message derrière. Est-ce qu'on attend souvent des miracles comme ça dans ce genre de recherche? Il y a des bonnes surprises. On le sait avec la pénicilline et Fleming. Donc on peut avoir des bonnes surprises. C'est un peu miraculeux. Maintenant, la question, c'était sur... au score. Alors ça s'est fait beaucoup dans le passé. Ça fait beaucoup dans le passé. Quand on prend par exemple la personne qui a démontré que la grippe était transmise par un virus, c'était pas un Anglais. Ils ont découvert plus tard, ils l'ont isolé, mais nous on l'a découvert bien avant que c'était un virus. C'est Diogéric de la Rivière, qui était un médecin militaire qui travaillait à l'Institut Pasteur et qui, lorsqu'il était auprès des malades pour expérimenter la maladie, en fait, s'était fait badigeonner le fond de la gorge par des fluides corporels de malades de grippe qui se soignaient tous les jours et qui voyaient mourir. Et il décrit très très bien, le compte rendu de l'Académie des sciences, on peut lire ça. Alors évidemment, ça ne se fait plus, ça ne pourrait plus se faire maintenant. Et il décrit très très bien comment il était très malade. Probablement, il était un peu immunisé, parce que lui, il n'est pas mort. D'autres choses se faisaient. Il y avait aussi, par exemple, ce cas célèbre de ce microbiologiste japonais, dont j'ai oublié le nom, et qui tenait absolument que la fièvre jaune soit due à une bactérie et pas à un virus. Et donc, il utilise ce qu'on appelle une bougie de Chamberlain, c'est-à-dire que c'est de la porcelaine. Et en fait, seuls ce qu'on appelle les virus ultrafiltrables, donc en gros, les virus d'aujourd'hui passent.
s'il passe pas, c'est une bactérie. Et donc, lui, il pensait que c'était une bactérie qui donnait la fièvre jaune. Donc, il filtre, et puis il dit dans le filtrage, il n'y a plus rien, parce que c'est une bactérie, elle ne passera pas. Il se l'injecte, il est mort de fièvre jaune. Donc voilà. Donc après, il y avait, et ça se faisait très très fréquemment. Les vétérinaires faisaient ça aussi beaucoup. Voilà. Alors maintenant, évidemment, ça ne se ferait pas. Et de toute façon, les lois éthiques sont tellement fortes que même si vous êtes volontaire dans un laboratoire, par exemple, pour donner votre sang pour faire un test, vous n'avez pas le droit de le faire parce que vous avez dit une subordination. Donc ça, évidemment, ça n'est plus possible, mais ça a été très 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 fréquent fin 19e, début du 20e siècle. Et tout à l'heure, tu nous as dit, j'avais évoqué la dimension de la biologie, des mathématiques, la dimension politique. Tu disais qu'il y a aussi une dimension anthropologique. Qu'est-ce que tu entendais par là? Là, tu viens un peu de parler de la dimension éthique. Peut-être qu'il y a plus dans la dimension éthique et dans la dimension anthropologique. De quoi est-ce que tu voulais parler exactement? Alors, c'est effectivement un aspect qui est très important dans des sociétés qui ne sont pas des sociétés occidentales. Et la représentation de la maladie, la croyance en des mondes parallèles qui sont très très fortes, des endroits où il y a encore beaucoup de croyances très très ancrées. L'explication rationnelle occidentale doit être présentée d'une manière qui peut être comprise par ces populations. Et le gros problème qu'on a eu, et qu'on a toujours d'ailleurs, en particulier en Guinée, mais pas seulement actuellement sur Ebola, c'est le fait que les populations n'adhèrent pas, parce qu'en fait, on ne leur a pas expliqué selon leur représentation mentale. Et ça, c'est un travail qu'on doit faire avec des méta-anthropologistes ou avec des anthropologues, pardon, et qui est extrêmement important. Et c'est une des disciplines qui a été ajoutée. Et dans les équipes multidisciplinaires, ce qui a été montré, qui sont réunies autour de l'OMS, par exemple, il y a maintenant des anthropologues spécialisés dans la santé. Et c'est fondamental pour essayer de faire passer les messages et de savoir qui il faut parler. Il faut aller voir les chefs de village, il faut aller voir les guérisseurs, etc. C'est très très important. Et peut-être qu'on aurait gagné beaucoup de temps si, dans l'épidémie d'Ebola, si on avait pris cette dimension en compte très vite. Bon, ça nous donne pas mal d'informations. Maintenant, je pense qu'on va peut-être essayer d'échanger ensemble. Donc, on a un petit peu de temps. J'imagine que vous avez, j'espère d'ailleurs, pas simplement j'imagine, que vous avez des questions pour nos invités parce qu'ils ont beaucoup de choses pourraient vous raconter. Ah, Maxime. Bonjour. Alors c'était très intéressant. J'ai une question. C'est dans le film, on voit c'est un énorme coup de bol. Ils ont des vidéos du patient zéro. Ils arrivent à retrouver directement ce qu'elle a mangé. Et puis finalement, on voit à la fin l'espèce de cliffhanger qui montre l'origine de la maladie. Est-ce qu'on est capable vraiment de remonter à l'origine et à d'où est partie une épidémie, une pandémie? What is that? Which one is this? It's a coin. Oh, okay. It's transmission, so we just need to know which direction. 可是也看不出是从哪里来的。 But we don't know where it comes from. I would like to suggest that the virus started before Macau, and maybe here, in Hong Kong. 他还没确定。对呀，他只是猜测而已，所以我们不能够单靠他的意见发布这消息。 Moi, ce que je peux dire simplement, c'est que pour avoir vu travailler les équipes d'épidémiologistes, par exemple de l'Institut de veille sanitaire, c'est vraiment un travail, c'est des enquêtes policières. Hein. C'est des enquêtes policières où on essaye effectivement de savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été rencontré, qu'est-ce qui s'est passé. Et à partir de ces enquêtes policières, on peut arriver, dans certains cas, par exemple, vous avez vu récemment, à propos de l'épidémie d'Ebola, qu'on pense avoir identifié quand même l'enfant qui a été au point de départ avec un contact avec des chauves-souris dans un... Enfin voilà, alors peut-être c'est une erreur, mais en tout cas, les enquêtes policières d'épidémiologie sont tout à fait aptes à identifier ce genre de premiers cas ou les premiers cas, avec l'appui en plus de la virologie, de la génétique qui permet d'identifier, de tracer les agents infectieux identifiés. D'accord. Et Marc, pour toi, cette information, elle est importante. C'est-à-dire que si tu n'as pas cette connaissance, qu'est-ce que ça peut changer sur les modèles que tu vas et les prédictions que tu vas faire? En fait, il se trouve, alors pour une pandémie, par exemple, il se trouve que finalement,
Enfin, c'est un problème pas évident, mais il se trouve qu'on n'a pas besoin de tant de détails que ça pour décrire la propagation d'une épidémie. Il y a des paramètres qui sont particulièrement pertinents, le R0 par exemple, ce fameux R0, d'autres éléments. Alors maintenant, d'où c'est parti exactement, etc., du point de vue du modèle, c'est pas forcément le point le plus important. D'une certaine manière, les modèles sont robustes ou les scénarios sont robustes à un certain type de bruit. C'est-à-dire qu'on peut avoir des petites fluctuations. Par exemple, qu'on ait 100 personnes ou 90 personnes dans un avion, ça ne va pas changer essentiellement la statistique des cas. Alors, on a des anomalies, des cas de super spreading, de super propagation. Quelqu'un qui, tout d'un coup, est malade et infecte 300 personnes, va dans une boîte de nuit, va sortir au restaurant, etc. Mais en gros, la loi des grands nombres fait que finalement, on a des statistiques assez régulières et des scénarios qui sont assez robustes au bruit et donc aux petits détails. Donc que l'épidémie soit partie, disons qu'on ne sache pas parfaitement les conditions initiales, ce n'est pas quelque chose de forcément super pertinent du point de vue du modèle et de la propagation. C'est très important pour tout un tas d'autres raisons, mais du point de vue du modèle, heureusement, on a une certaine robustesse qui prouve que, ce qui montre qu'on peut faire des prédictions. Dans certains cas, en tout cas, on peut montrer des trucs, on peut faire des prédictions de scénarios. Et si on n'avait pas cette robustesse vis-à-vis du bruit, on ne pourrait pas le faire. Si la propagation, finalement, si le scénario épidémique dépendait de manière extrêmement sensible de tous les paramètres, de tous les détails, finalement, la prédiction serait pas possible. Si j'ai bien compris dans le film, et ça c'est un peu une question à vous trois, ce patient zéro, en fait, c'est surtout pour localiser la zone géographique, parce que finalement, ce médecin qui trouve que c'est la chauve-souris de je ne sais plus quel type qui survit à ce virus, est-ce que si on sait d'où ça vient, on sait là où il y a des porteurs sains, est-ce que c'est une information très importante, ça, pour vous, en termes de l'étude du virus ? Alors en fait, d'abord, c'est très important parce que lorsque c'est un virus qui est inédit, c'est forcément chez l'homme, c'est forcément une introduction zoonotique, c'est-à-dire que comme vous savez, la génération spontanée n'existe pas, ça c'est Pasteur qui l'a montré. S'il y avait des virus, s'il existe un virus qui n'existait pas, il a forcément des virus parentaux. Et c'est d'ailleurs montré ici. Probablement, c'est une recombinaison entre deux virus. On dit qu'il y a un peu de porc, il y a un peu de... Enfin, c'est pas des séquences de porc et de chauve-souris, comme c'est dans le film, mais c'est des séquences de virus qu'on trouve chez les porcs et chez les chauves-souris qui se croisent, qui se mélangent et qui fait un nouvel individu, un peu comme un enfant qui est moitié le père, moitié la mère. Et en fait, c'est pas moitié-moitié, c'est quelque chose de complètement nouveau qui est fait avec la moitié de chacun, mais c'est arrangé différemment. C'est un peu ça, la recombinaison. Donc, ça veut dire que le virus vient forcément d'un animal. Et le fait de trouver le premier cas, ça va montrer d'où vient avec certitude ce premier cas, enfin, ou ces premiers cas, parce qu'il peut y avoir des introductions multiples. Par exemple, le coronavirus du MERS, du Moyen-Orient actuel, il y a probablement plusieurs introductions. Pour le SRAS, il y a eu 7 départs de chaîne épidémique, il n'y en a qu'une qui a abouti. Donc, et ça a recommencé un an après, d'ailleurs, sans donner d'épidémie. Et donc, c'est important parce que là, ça va nous permettre de mettre une barrière à l'interface entre l'animal et l'homme, de manière à ce que le virus n'entre pas chez l'homme. Et donc c'est important pour éviter, si on arrive à se débarrasser du virus, comme on l'a fait pour le SRAS, comme on le fera peut-être pour Ebola, parce que ça permet d'éviter une réintroduction. Donc ça, c'est très important. D'un point de vue politique, on voit qu'il y a des sensibilités de dire on ne veut pas que ça vienne de chez nous. Est-ce que c'est des choses un peu réalistes ou... Disons que le fait d'identifier le mécanisme initial, c'est très important parce que ça peut déboucher malgré tout sur des actions de prévention. En particulier, aujourd'hui, on sait bien qu'un des risques importants d'émergence d'épidémies de ce type, c'est lié à l'interface entre l'homme et l'animal, c'est-à-dire principalement les actions de déforestation, mais aussi les pratiques d'élevage. Bon, là, vous l'avez vu de façon très, très succincte, l'histoire de la chauve-souris et puis du cochon, etc. Mais il faut savoir qu'il y a dans certains pays aujourd'hui des pratiques d'élevage où vous élevez en gros, en hauteur, vous élevez des volailles qui défèquent sur la zone où se trouvent les cochons, qui mangent évidemment tout ça, lesquels défèquent dans un bassin qui est au-dessous, où il y a des poissons, et on recircule l'eau pour faire boire les oiseaux. Donc vous avez des systèmes de recombinaison, je dirais quasi expérimentaux, qui font que c'est une sorte de machine à produire des agents infectieux émergents. Donc il est sûr que l'émergence de ce type de phénomène... Et la deuxième chose qu'on sait aussi, en particulier s'agissant des virus de la grippe, c'est que malgré tout, pour des raisons qui tiennent à la proximité, à la densité
de volailles, en particulier d'oiseaux d'eau, de cochons et d'hommes, et à l'interaction entre ces trois espèces, eh bien, il est sûr que la partie sud-est asiatique est aujourd'hui clairement identifiée comme le foyer d'émergence des virus, principalement des nouveaux virus de la grippe. Donc c'est vrai que identifier, comme ça a été le cas pour le coronavirus, ça peut conduire ensuite à des actions de prévention, à condition qu'on veuille bien évidemment adopter ces mesures, ce qui n'est pas forcément économiquement facile. Très bien. Bon alors. Deux questions courtes. La première, pourquoi il n'y a pas plus de virus comme ça? Voilà, peut-être une tentative de réponse. Est-ce que c'est pas lié à la sélection naturelle au sens darwinisme humain qui fait que l'homme finalement finit par évoluer plus vite que voilà, et donc survit. Deuxième question. Est-ce que finalement on n'a pas tendance à grossir le trait? Donc je vois au niveau H1N1, vous parliez d'Ebola, on n'a pas tendance à crier plus au loup? Donc c'est vrai qu'il y avait de la théorie du complot. Alors est-ce qu'on en dit trop? Est-ce qu'on n'en dit pas assez? Je ne sais pas qui veut réagir. Didier? Moi, sur la deuxième partie de la question, parce que sur la question de l'émergence des agents infectieux, est-ce que c'est pourquoi il n'y en a pas plus? Moi, j'avoue que ça dépasse mes compétences. Par contre, sur la partie crier au loup, de toute façon, aujourd'hui, il est sûr que les responsables politiques, je dirais dans la quasi-totalité des pays aujourd'hui, pas dans tous, mais dans la plupart des pays, sont plutôt sur l'aversion au risque, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt sur des attitudes qui consistent à essayer malgré tout de protéger la santé des populations. Et à partir du moment où on adopte cette attitude, c'est où on considère que finalement, c'est important d'essayer d'empêcher les gens de mourir, évidemment, on penche nécessairement vers des attitudes de préparation, de réaction et probablement peut-être de surréaction dans certaines circonstances. Quand on analyse un peu ce qui s'est passé au niveau de l'OMS à propos d'Ebola, OMS a été attaqué en 2009 sur, en gros, vous avez trop réagi, trop vite, trop fort. Alors du coup, moi je les connais bien, je sais qu'en 2014, ils sont peut-être restés un peu en arrière de la main sur Ebola. Et ça fait un peu la balance. Hein. Je pense que la prochaine fois, ils vont à nouveau réagir très vite et fort. Sur la fréquence d'apparition des virus. Alors d'abord, il y a beaucoup de virus qu'on ne connaît pas. D'abord ceux de la faune sauvage, et ceux notamment des espèces qu'on ne connaît pas, a fortiori. On ne connaît pas encore très bien quels sont tous ces équilibres, mais l'introduction de virus chez l'homme est un phénomène qui existe depuis très très longtemps et lié à des activités humaines. La rougeole probablement a été introduite chez l'homme à partir du virus de la peste bovine, au moment où on a eu la domestication dans les plaines d'Irak des petits et des grands ruminants, où en fait le contact entre l'homme et l'animal n'était plus celui du chasseur, mais était celui de l'éleveur. Et donc la proximité n'est pas du tout la même. Et l'émergence des virus s'est fait au cours du temps. Il y a des virus qu'on a avec nous depuis très très longtemps. D'ailleurs, on peut superposer des arbres d'origine des différentes espèces avec leurs virus, et des virus notamment comme les papillomavirus, les virus des verrues notamment, les herpès-virus qui en fait retracent l'évolution parce qu'en fait ils existent depuis très longtemps et ils ont évolué avec leur hôte, et en général ils évoluent plutôt bien. Il y a même des virus qui probablement auraient permis aux infectés d'être plus résistants aux infections bactériennes. On pense par exemple que le cytomégalovirus est un virus qui fait sécréter des médiateurs de l'immunité qui rend plus efficace la lutte contre les infections bactériennes qui étaient extrêmement fréquentes et avec desquelles on mourait très souvent. Et maintenant, on voit des effets négatifs de ces virus parce que, comme on vit plus vieux, notre système immunitaire n'est plus capable de faire la police et nous protège moins contre les bactéries après un certain âge, et au contraire provoque des maladies qui ne provoquaient pas avant. Donc on a probablement des virus qui nous ont aussi aidés dans notre évolution de manière positive, sans parler évidemment des rétrovirus endogènes
que nous avons, donc qui sont des virus qui sont proches des virus du sida, mais qui sont à l'intérieur, qui ne sont pas transmissibles de manière infectieuse et qui permettent en revanche des transferts de gènes qui probablement ont été utiles dans les descendances et dans l'évolution des espèces, de l'homme en particulier. Merci. Justement, là, vous évoquiez la récente crise d'Ebola, et donc on voit quand même qu'on a développé un certain niveau d'expertise par rapport à la gestion de ces crises à différents niveaux. Mais là, je ne sais pas si on peut comparer ce que vous disiez par rapport à la prévention pour H1N1 et puis le début d'Ebola, où il y avait vraiment des morts en direct, etc. Et à votre avis, quel était le principal facteur du fait qu'on ait laissé filer comme ça le début de la propagation, alors qu'on comprend bien avec cette propagation de contagion que c'est vraiment au début qu'il faut agir vite et fort. Donc, quels ont été les principaux écueils? Parce que le début d'Ebola, si j'ai bien compris, on n'était pas extrêmement efficace. Bon, les écueils, je crois qu'ils ont été à peu près identifiés. Bon, premièrement, l'épicentre de ce qui s'est passé dans la région de Guékédou, la Guinée forestière, se situe dans une zone extrêmement pauvre, où les moyens sanitaires sont absents, qui plus est à une zone frontière entre 3 pays, Libéria, Sierra Leone, Guinée, qui a été propice finalement à une sorte de propagation sans qu'on mesure véritablement ce qui se passait de l'autre côté de la frontière. En tout cas, pour l'OMS Afro, il est clair qu'il y a eu la zone Afro, la zone Afrique de l'OMS, il y a eu clairement une sous-estimation de la dimension internationale du phénomène dans des pays où le système de santé est égal à 0. Moi, j'étais la semaine dernière en Côte d'Ivoire pour évaluer les CHU de Côte d'Ivoire. Je peux vous dire que on est proche du degré 0 dans beaucoup de domaines. Alors, dans cette zone-là, encore plus. Donc, ça, c'est la première raison. Bon, la deuxième raison, c'est que je pense qu'il y a un problème de gouvernance au niveau de l'Organisation mondiale de la santé entre un centre qui n'a pas une prise directe sur les régions. C'est-à-dire qu'en gros, les directeurs régionaux de l'OMS ne rendent pas vraiment compte à la directrice générale de l'OMS, pour des raisons qui tiennent que les directeurs régionaux de l'OMS sont élus par les États membres de la région. Et donc ce n'est pas la directrice générale qui désigne les directeurs régionaux de l'OMS. Donc il n'y a pas de pouvoir hiérarchique, ce qui fait que finalement, il n'y a pas de facilité à donner des ordres sur une zone, dans une région particulière de l'OMS, si on a l'impression que ça part en quenouille. Voilà deux raisons. Bon, je ne dis pas que c'est les deux seules, mais à mon avis, ce sont deux importantes. Et puis, il y a eu aussi l'effet de surprise. C'est vrai que en fait, on n'attendait pas ce virus dans cette zone-là, malgré tout, parce qu'on en était quand même à 30 épidémies d'Ebola dans la région Congo, Ouganda, etc., qui avaient dans tous les cas été finalement à peu près maîtrisées. Donc là, il y a eu un effet de surprise. Il y a toujours un peu aussi un effet de surprise. Je ne sais pas si c'est une rumeur fondée ou pas. Vous savez, on dit que l'activateur du vaccin contre l'hépatite B ou C, l'hydroxyde d'aluminium, engendre dans quelques cas une maladie neurodégénérative. Alors, qu'en est-il exactement ? Bon, je crois que si vous voulez, l'argumentation anti-vaccinale, elle a évolué dans le temps. Pendant, disons, 50 à 100 ans, elle a été essentiellement tournée autour de l'opposition, pour des raisons de liberté individuelle. Certains n'acceptaient pas de se faire imposer une vaccination. Ça a été l'argumentation principale. Plus on a abandonné la dimension obligation de la vaccination pour passer à des recommandations vaccinales, plus l'argumentation anti-vaccinale s'est tournée vers la question du risque des vaccins. Alors, dans l'histoire, il y a eu des cas où, effectivement, des vaccins ont comporté des risques. En particulier, il y a eu l'affaire de Lübeck à propos du vaccin contre la tuberculose, qui a été un véritable drame. Mais dans l'ensemble, les risques des vaccins, ils sont connus, identifiés. Par exemple, les vaccinations contre les méningos, on sait que ça peut entraîner quelques maladies neurologiques dans de rares cas. Mais il y a beaucoup aujourd'hui de rumeurs qui circulent à propos des vaccins
la question de l'hydroxyde d'alumine, la question de l'autisme avec le vaccin contre la rougeole, la question de la sclérose en plaques avec le vaccin contre l'hépatite B. Tout ça, ce sont des choses qui n'ont pas de fondement scientifique solide, mais qui attirent malgré tout la croyance de beaucoup de gens et qui font qu'il y a aujourd'hui une réticence assez forte, y compris chez les professionnels de santé, qui n'est pas sans poser des problèmes. En tout cas, aujourd'hui, à mon avis, c'est une des difficultés auxquelles nos autorités sanitaires sont confrontées. C'est comment arriver à lever ces réticences. Je ne sais pas très bien. Si je peux rajouter quelque chose, il y a quand même un argument pro-vaccin qui est assez important. C'est-à-dire que si vous ne vaccinez pas pour vous, faites-le au moins pour les autres. Puisqu'il y a quand même une chose, c'est qu'en se vaccinant soi-même, on diminue le nombre global d'infectés aussi dans la population. C'est-à-dire que d'une certaine manière, les gens vaccinés forment une barrière, ne laissent pas passer le virus. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez important aussi. Même si on ne touche pas les hubs, si on vaccine au hasard, ça réduit quand même le nombre global d'infectés. Et du coup, il y a cette dimension de vaccination comme acte citoyen qui n'est jamais mise en avant, et pourtant ça l'est. Bonsoir, j'aimerais savoir ce que vous pensez de le MeToo réalité par rapport à tout ce qui est traitement homéopathique. On parle de Forsythia dans le film, et puis tout d'un coup on n'en parle plus. Est-ce que ça a une importance pour vous ou pas? Et puis la deuxième question que j'aimerais poser, c'est... on parle d'industrie pharmaceutique qui pourrait tirer des bénéfices financiers. L'aspect financier dans le film est évoqué également, et on passe ça souvent sous silence. Donc j'aimerais savoir si pour vous c'est vrai, pas vrai. Et l'être humain dans tout ça, est-ce qu'on pense à le sauver, à le guérir? Est-ce que les intérêts financiers, commerciaux, internationaux sont plus importants que sauver des gens? Merci. Alors, sur la première question, l'homéopathie, en général, c'est un peu une carte de religion sur l'homéopathie. Parce qu'on dit vous y croyez ou vous n'y croyez pas. Donc, moi, c'est pas que j'y crois pas. Ce que j'analyse, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'études sérieuses quand ils publient dans des journaux sérieux avec un système de revues sérieuses des résultats. Peut-être que ça marche très bien, seulement il n'y a pas de publication qui le montre. Que lorsqu'on prend l'essence même de ce qu'est le principe n'est pas donner quelque chose qui va dans le même sens que ce qui fait mal à peu de doses, c'est un peu ce que fait le vaccin, quelque part, donc dans le concept de base. Or, la fabrication d'un médicament homéopathique, ce sont les dilutions hahnemanniennes, et donc on obtient au bout de la 9e dilution hahnemannienne en fait plus rien du tout. C'est ce qu'on a essayé de parler de mémoire de l'eau, et quand Benveniste a essayé de montrer ça, en fait si jamais l'homéopathie marchait, comme il n'y a plus de traces avec ces dilutions qui sont énormes au milliardième, d'ailleurs avec un foie de canard on peut faire de l'oxylococcinum pour toute la planète pendant des années, parce qu'on dilue tellement qu'un foie ça suffirait largement. Il ne reste plus de principe actif. Et donc, ça veut dire quoi? C'est l'excipient ou l'eau, et on a parlé de la mémoire de l'eau. À ce moment-là, si c'est vrai, c'est peut-être vrai, il faudra remettre en cause toute la physique quantique. Alors, je veux bien, mais voilà, ça a des implications très très fortes. Et donc, je ne dis pas que ça ne marche pas, il y a forcément un effet placebo, et peut-être que ça marche, mais il nous manque les outils. Et les physiciens, peut-être qu'ils devraient se mettre au travail, parce que si ça marche, il faut revoir les lois de la physique. Deuxième question, sur l'industrie pharmaceutique, Didier Houssin, je crois, a dit tout à l'heure que c'est plus valorisant de vendre des rafales qui sont des engins de mort que des médicaments. Dans les deux cas, Dassault comme Sanofi sont des sociétés privées qui sont là pour faire de l'argent, et que dans tous les secteurs de l'activité, pour la nourriture comme pour le reste, il y a aussi une question d'argent. Maintenant, c'est vrai qu'il peut y avoir des mécanismes de solidarité, des solidarités entre certains parties de continents, qui peuvent, et puis il peut y avoir aussi une solidarité envers les pays qui sont souvent les premiers affectés. Nous, on a vu notamment avec l'Indonésie, avec la grippe aviaire, on commençait à faire prendre en conscience que si les gens partagent la connaissance, partagent leur biodiversité, il doit y avoir un retour là-dessus. Et donc, je pense qu'il y a ces mécanismes de benefit sharing, comme on est en anglais, sont effectivement un aspect qui a beaucoup évolué depuis 2005, de manière très très juste, et qu'il y a des protocoles, comme celui de Nagoya par exemple, qui reconnaissent ce droit, et après c'est un peu à chaque État
d'interpréter et de signer ou non ce protocole, puisque, à ma connaissance, la France l'a signé ou va le signer, alors que les États-Unis ne signent pas. Mais Didier a peut-être... Non, mais je crois que l'homéopathie, ça fait partie de l'industrie pharmaceutique. Hein. C'est aussi une entreprise qui essaye de faire des bénéfices. Donc, si vous voulez, la seule chose, c'est que, comme l'a dit Jean-Claude, aujourd'hui, il n'y a pas de démonstration d'efficacité. Dès lors qu'on pense que c'est important de s'appuyer sur la science. Moi, je me souviens, quand je discutais avec les gens de l'homéopathie, je leur disais, vous avez quand même un atout considérable, c'est que vos produits sont absolument sans danger. Ils sont effectivement inefficaces, mais ils sont sans danger. Au lieu de plaider l'efficacité, vous feriez mieux de mettre en avant le fait qu'ils sont totalement sans danger, parce que malgré tout, c'est quand même une qualité. La deuxième chose que je voulais dire, c'est, concernant la dimension économique de l'industrie pharmaceutique, c'est clair que pour fabriquer des médicaments à grande échelle, développer, produire 800 millions ou 1 milliard de doses de vaccins face à un agent infectieux, il faut des investissements, il faut faire de la recherche, il faut développer. Donc, il est sûr qu'il y a une dimension économique qui est liée à l'industrie pharmaceutique. Pour autant, c'est une industrie qui rassemble énormément de professionnels de santé. Moi, je ne pense pas qu'on puisse la mettre dans la catégorie du mal. Si vous voulez, ça me paraît excessif. Je pense qu'elle a commis des erreurs, sans doute, dans différentes circonstances. Mais il me semble que c'est plutôt une industrie qui devrait être située du côté positif de la force, si vous voulez, de mon point de vue. Merci. Bon, Marc, je ne te demande pas si tu es d'accord ou pas pour revoir la mécanique quantique. On verra ça plus tard. Je ne suis pas apte à parler de l'effet placebo. En revanche, sur la mémoire de l'eau, à température ambiante, l'agitation moléculaire est telle que l'eau avec quelque chose dilué à ces niveaux de dilution est indistinguable de l'eau. Les temps de mémoire sont tellement ridicules qu'il n'y a plus aucune structure qui reste en fait au bout de 10 moins 10 secondes, quoi. Donc vraiment, du point de vue de la physique, c'est absolument clair, c'est totalement indistinguable de l'eau. Maintenant, est-ce que ça a un effet placebo? Ça, c'est pas à moi de le répondre. Oui, bonsoir, je suis là. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Je ne suis pas scientifique pour un sou, donc je ne sais pas si ma question est bête ou intelligente. Mais donc, dans le film, Matt Damon, il est beau, il est fort, il est immunisé. Et est-ce qu'à partir de cette immunité biologiquement miraculeuse, je ne sais pas, est-ce qu'on peut faire des vaccins, des médicaments à partir de ça? Et pourquoi personne ne s'y intéresse dans le film? Est-ce que ça vous paraît aberrant? En fait, on ne sait pas s'il est immunisé naturellement par une infection qu'il a faite de manière asymptomatique. Il est immun. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas infectable. Où il a été infecté, il s'est défendu. Donc soit il s'est immunisé par une infection asymptomatique, et donc il ne s'est pas aperçu qu'il avait été infecté, et dans ce cas-là, il est immunisé, soit il est naturellement immun, soit parce qu'il a une immunité. On a deux types d'immunité. L'immunité adaptative, c'est celle qui nous permet de fabriquer des anticorps ou des cellules tueuses spécifiques d'un virus ou d'une bactérie. Donc, il faut avoir été infecté au moins une fois pour pouvoir connaître l'agent et se défendre. Et puis, on a l'immunité innée, notamment qui passe par des molécules comme l'interféron. Et certaines personnes sont des très forts répondeurs en interféron ou en d'autres cytokines, hein, et qui vont permettre de casser très, très rapidement une infection virale, notamment sur des virus comme ceux-là, sur des virus à ARN. Les doubles brins d'ARN n'existent pas dans les cellules non infectées. Ça veut dire que s'il y a des doubles brins, la cellule peut le détecter et très très vite, l'interféron va va dégrader ces molécules et va arrêter la multiplication virale. C'est pourquoi la plupart de ces virus, Ebola est très fort, la grippe est très forte, pour justement essayer d'arrêter cette immunité adaptative innée. Et donc il y a des personnes, peut-être que lui, il avait une immunité innée extrêmement forte qui l'a protégé. Et puis peut-être que tous ces virus-là ont besoin de récepteurs, de clés. On parle de clés dans la serrure. Eh bien, quelquefois, la serrure a un défaut. Et donc, la clé du virus ne rentre pas dedans. Et donc, par exemple, ça, on le sait, sur les populations résistantes à l'infection par le VIH, notamment sur des mutations sur le corécepteur CXR5, notamment, qui fait que en fait, les virus du VIH s'attachent mais n'arrivent pas à entraîner la fusion et ne rentrent pas dans les cellules. Eh bien, ces gens-là ne sont pas immunisés, ils sont résistants, ils sont immuns,
ils ont une caractéristique qui n'est pas adaptative, qui est génétique, et donc je ne sais pas si c'est sa serrure qui avait une mutation ou si son système d'interféron ou d'autres était plus efficace, mais probablement c'est la différence qu'il y a entre nos organismes, c'est la diversité génétique aussi. Mais ceci dit, vous avez évoqué dans toutes les épidémies où on n'avait pas de moyens de traitement, de vaccins, etc., on a toujours pensé, et ça fait déjà un certain temps, à ce qu'on appelle l'injection de sérum de convalescence, c'est-à-dire en gros prendre des anticorps chez quelqu'un qui s'est immunisé, soit parce qu'il est effectivement spontanément humain, soit parce qu'il s'est adapté. Et le problème, c'est que ça pose des difficultés pratiques considérables. C'est qu'il faut identifier ceux qui sont effectivement immunisés. Ensuite, il faut aller récolter leur sang, isoler le sérum, le conditionner de manière à pouvoir l'utiliser chez un autre pour l'injecter à des personnes. En fait, c'est très lourd à organiser. Et dans des circonstances d'urgence et de grandes difficultés qui sont celles d'une épidémie, en général, on n'est pas capable de mettre en œuvre ce type d'organisation. C'est bon ? Alors, ce que je vous propose, c'est que, déjà, on va applaudir Didier, Jean-Claude et Marc. Je vous remercie pour tout ça, parce que c'est vrai qu'en tant que physicien théoricien, il y a plein de choses que j'ai apprises ce soir, donc c'était super. Comme chaque fois, vous pouvez y aller si vous voulez. Comme chaque fois, on va finir avec Anaïs de la librairie Charybde qui nous présente quelques ouvrages sur le sujet de ce soir. Alors, je ne vais pas prendre longtemps. Je vais commencer par Greg Bear, La musique du sang. C'est un livre de science-fiction catégorie Art Science, donc très scientifique et assez solide sur son point de départ. Il part évidemment du mythe qu'on a vu du scientifique qui s'injecte sa propre découverte parce qu'il est tellement convaincu que ça va être énorme, monstrueux, positif, génial. Et là, en l'occurrence, c'est un scientifique qui a mené des recherches en secret quand il est découvert par son labo qu'on menace de détruire ses découvertes, et il s'injecte des ordinateurs de la taille d'une cellule intelligents qui ont normalement vocation à guérir à peu près n'importe quoi. Et au début, tout va bien. Et effectivement, il y a une espèce de transformation qui s'opère. Pour l'humain qu'il est, ça va de mieux en mieux. Et puis la transformation prend un tour assez étonnant. Et puis ça commence à passer à d'autres humains. Ça se propage. Et là, on voit exactement ce qu'on a vu dans le film, c'est-à-dire la contamination, l'épidémie, les questions qui reviennent souvent d'éthique, est-ce qu'après tout, ça vaudrait pas le coup de transformer l'humain à ce point-là, parce que est-ce que c'est vraiment mieux ou pas ? Bref, c'est un super livre, c'est assez vertigineux, c'est assez riche, et les personnages sont vraiment très très chouettes, et notamment sur les questions de psychologie quand on est face à ce genre de dilemme. Le deuxième livre, c'est Chromosome de Stéphane Beauverger, livre post-apocalyptique. Alors là, on est plus évidemment sur la propagation de la rumeur, la propagation virale de l'information. Chromosome, c'est un virus informatique qui a détruit tous les moyens de communication il y a 15 ans. Ça se passe en France, donc à Marseille, en Bretagne, etc. Et la société s'est complètement effondrée sur elle-même. Il reste des communautés extrêmement fermées, on ne laisse rien passer puisqu'on ne peut pas communiquer. C'est souvent la guerre entre elles. Et une société scientifique a découvert un nouveau moyen de communication qui passe par les phéromones, mais du coup qui se transmettent directement aux humains. Et là, la question, c'est est-ce qu'un virus informatique, ça peut muter à l'humain ? Et voilà, alors ça, c'est un très très beau roman, extrêmement bien écrit, c'est foisonnant, il y a plein de personnages, c'est à la fois terrible, c'est extrêmement humain, et avec un imaginaire assez foisonnant. Voilà, je recommande énormément, il y a 3 tomes, on peut s'arrêter à la fin du premier, ce ne sera pas résolu, mais voilà, si on n'a pas le courage de continuer, on peut, mais les 3 sont vraiment très très bien.
Et enfin, mon chouchou, parce qu'il y a toujours un chouchou à la fin, c'est l'alphabet de flamme de Ben Marcus. Alors là, c'est un autre type d'épidémie. On part du principe que la parole des enfants rend les adultes malades. C'est pas drôle dans le livre en fait, mais c'est un roman absolument terrifiant. C'est raconté à la première personne et le narrateur décrit tous les paliers de ça. Ça commence par un simple malaise et puis tout ce qui va très vite dans le film, justement, lui, ça prend du temps, le temps que les gens se rendent compte, le temps que les gens passent de inconfortable à pas bien, à malade, à mort. On déplace des populations d'adultes, on essaye de gérer la crise alors qu'on est complètement incapable de le faire. Les enfants sont livrés à eux-mêmes et puis petit à petit, le virus mute. On essaye de trouver, et donc le narrateur essaye de trouver, c'est le titre, l'alphabet de flamme, un moyen de communiquer avec les gens par un alphabet qui ne voudrait rien dire parce qu'au bout d'un moment, les adultes ne peuvent même plus utiliser de langage ni écrit ni parlé. C'est absolument kafkaïen, c'est absolument terrible. Vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de ces adultes transformés en zombies parce qu'un être humain qui n'a plus accès au langage, c'est plus un être humain. C'est absolument magnifique. Voilà, si vous devez en prendre un ce soir, c'est celui-ci. Merci beaucoup. Comme d'habitude, on se retrouve au cocktail. En passant, il y a des pour la science pour ceux qui veulent en prendre. Voilà. Au mois prochain.